Le métier à tisser dans la cosmogonie Dogon est symbole de la structure même de l'univers. Le septième ancêtre des Dogons communiqua la connaissance et la parole aux hommes par le tissage. Il se servit de sa bouche comme premier métier à tisser. La bande de tissu se formait hors de sa bouche dans le souffle de la parole révélée. En Dogon, le tissu s'appelle encore sou, ce qui veut dire la parole. Le premier et principal emploi du tissu fut d'abord pour l'habillement. Les coutumes vestimentaires sont fonction de toute une série d'éléments dont les principaux sont le climat, la religion, la mentalité, le désir de prestige, la mode, la couleur. Exemple, le blanc, symbole de la pureté, la virginité, mais aussi la fécondité, élément essentiel pour la jeune fille. Le jaune d'or, couleur des rois, symbolisant le pouvoir et la richesse. Le bleu, couleur de deuil et de sagesse. Le bleu ciel, couleur de deuil et de sagesse. L'habillement et les parures exprimeront très tôt les fonctions et la hiérarchie sociale. De tout temps, la richesse des parures fut considérée comme un signe de supériorité et les codes classes de la société cherchèrent à imiter l'élégance des souverains. Être bien habillé et en accord avec la mode du jour était une preuve de richesse. Les souverains attacheront donc toujours une autre importance à l'appareil vestimentaire. Pour eux et tous ceux qui les entouraient, courtisans, fonctionnaires, serviteurs. Si chaque souverain avait à sa disposition un atelier de tissage dirigé par un de ses représentants, lequel faisait exécuter les tissus qu'il désirait, de nombreux autres ateliers privés familiaux travaillèrent pour les familles de la haute noblesse et la population. Le XIVe siècle fut une période faste de l'empire du Mali. Tous les arts atteindront leur apogée, entre autres l'art de la mode. Les souverains maliens tels qu'Anka Moussa, Soni Alibert, Askia Mohamed s'habillaient de soie importée de l'Orient. Voici ici la description de la cour impériale de Kanka Moussa selon un témoignage de Ibn Battuta. C'était un jour. Le sultan tenait audience dans la cour du palais sous un arbre. Il était assis sur une estrade recouverte de tapis de soie et surmontée d'une ombrelle de soie couronnée d'un oiseau en or. Le sultan porte une coiffe en or. Il est vêtu d'une tunique de velours rouge confectionnée dans de précieux tissus venus d'Europe et de l'Orient. Il est précédé de musiciens vêtus de djellaba en soie, dont les guitares sont en or et en argent. Et derrière le sultan, 500 esclaves soldats habillés de cotonnade et tenant chacun un bâton en or. La prospérité de l'Empire du Mali se reflétait dans les villes florissantes telles que Djenné, Tombouctou, Gao. Et sur les marchés, on retrouvait des bandes de cotonnade, de plumes d'Autriche, de bracelets en cuivre, de babouches en cuir et le plus précieux de tous les métaux, l'or. Toute cette évolution artistique, vestimentaire, vous le constatez, a subi l'influence de l'islam. À partir du XVIIIe siècle, le morcellement des grands empires, l'introduction de d'autres religions et la colonisation vont bouleverser toutes les structures socio-culturelles du Mali. Un Mali qui, par le passé, a déjà prouvé, par son passé mouvementé, qu'il était capable de faire face aux défis. Pour les Bambara, le vêtement, forme, couleur et dessin est chargé de signification.
Il existe chez ces techniques une véritable science pour le travail de la bande de coton avec la terre finie. Le Borolan, vous connaissez? Certains me diront non. D'autres, par contre, sauront reconnaître à travers ce mot un produit qui, aujourd'hui, a conquis le marché africain, mais aussi le marché européen et le marché américain. Ce produit, il est malien. Il s'utilise comme ameublement. Vous avez d'ailleurs ici un bel exemple d'un salon en rotin dont les coussins sont recouverts de Borolan. Il s'utilise aussi comme tableau, mais, et surtout, il s'utilise comme parure. Nous avons eu à voir et à découvrir avec le couturier styliste malien Chrisseydou des tenues remarquablement confectionnées dans cette bande de tissu teint. Mais ce Borolan dont on parle tant aujourd'hui, ce Borolan qui se porte si agréablement bien, d'où tire-t-il sa beauté? Comment l'obtient-on? Nous allons voir ensemble la vulgarisation d'un produit propre au groupe Mandé qui relève d'une technique ancestrale, propre donc au groupe Mandé qui vivent au Mali ou dans les régions immédiatement avoisinées. Le goût et le sens des couleurs ont dû naître au moment même où l'homme s'est mis à regarder la nature. Nature qui lui offrait déjà une palette inimitable. À la différence de la teinture à l'indigo, qui s'est largement répandue dans tout l'Ouest africain, le Borolan ou Borolan fini est une technique ancestrale pratiquée par les Bamana, Bambara, les Maninga, Malenke, les Senya, Sénoufo, les Bois, Bobo et les Dogons. Il est impossible à l'heure actuelle de déterminer quelle ethnie fut la première à appliquer cette technique de teinture à l'argile.
Le support est constitué par des bandes d'étoffe de coton tissées à la main et cousues pour former une tunique ou un pagne. La teinture naturelle est composée de deux produits végétal et minéral. La teinture végétale, fabriquée avec des feuilles ou d'écorce d'un arbre appelé ngalama, arbre que l'on trouve généralement au pied des collines. Pour se procurer ces feuilles, l'artisan monte tout en haut de l'arbre et coupe les petites branches les plus touffues. Les feuilles de ngalama rattachées en petits tas seront bouillies dans de l'eau. La solution ainsi obtenue est ensuite tamisée et débarrassée de toute impureté. Cette préparation de la teinture végétale va donner une couleur jaune ocre ou brun. Les bandes d'étoffe de coton écru sont ensuite trempées dans cette solution végétale. Elles seront esserrées et seront laissées à sécher au soleil à même le sol. La décoration consiste à dessiner des motifs sur la bande de coton à l'aide d'une tige, d'une plume, d'un pinceau et d'une solution d'argile noire dans laquelle on mélange des vieux clous ou ferrailles par oxydation. Cette argile provient du lus des marigots. Le mélange d'argile qui va donner la teinture minérale est conservé dans une jarre pendant plusieurs jours. Pour dessiner ces motifs, l'artisan s'assied généralement à colifourchon sur une grosse calebasse placée entre ses jambes, sur laquelle il étale l'étoffe à décorer. Les tracés des motifs s'effectuent au moyen d'un tracé ligne fin taillé dans des tiges de rognier. Ensuite, le fond est recouvert d'argile à l'aide de brosse. Pendant toute la durée de l'opération, l'artisan possède un encrier contenant de la boue à portée de main dans lequel il trempe ses instruments au fur et à mesure de ses besoins. Le travail, très minutieux et très artistique, peut durer des heures et des heures.
d'une tradition est ce qu'il y a de plus difficile pour un homme. Le privilège de la transmission, le respect d'une direction donnée par les ancêtres, la connaissance des clés et des significations du langage symbolique, voilà ce qui obsède la conscience de l'artiste en Afrique. Avant, il y avait le forgeron et le sorcier, gens de caste aux interdits rigoureux, gardiens d'un savoir dont ils préservaient le secret. Les artistes africains de jadis étaient des ouvriers de l'invisible, anonymes, aux gestes recueillis, austères. Le groupe Borolan Kassobane en est un exemple. Artistes d'aujourd'hui, la singularité des peintres du groupe Borolan Kassobane fut de développer une conscience d'artistes responsables. Ils forment une école de pensée, un foyer de solidarité, le lien d'une transmission. Bien sûr, ils ont suivi une formation en art. Bien sûr, ils ont pu subir des influences, admirer les œuvres des grands peintres du monde entier. Ils se sont peut-être donné des maîtres en secret, mais leur originalité fut d'abord de refuser la peinture, le chevalet, les couleurs chimiques et tous les éléments étrangers au mode de représentation ancestraux. Avec leurs plumes et leurs pinceaux, comme seule arme, ces jeunes artistes ont osé s'aventurer avec la soif du chercheur sur les sentiers inconnus et parsemés d'embûches, de valeurs, de civilisation de notre terroir. Pactisant avec le génie de notre race, ils ont au fil des années extrait de notre patrimoine son originalité, sa spontanéité vivante et interne pour les traduire en signes et dessins complexes chargés d'une incontestable valeur symbolique et d'une force mystérieuse. Avec une sensibilité extrême, un doigté admirable et un sens aigu de l'observation, ils ont habilement ouvert les portes de notre monde mythique et mystérieux. Monde où le rêve, la fiction et la réalité se confondent harmonieusement. D'une réaction chimique entre le sulfate de fer contenu dans l'argile et le tenin de la décoction ou de l'infusion des feuilles de ngalama, nous avons une coloration noire sur les parties du tissu couvertes d'argile. À proximité d'un marigot ou d'une source d'eau, on lave ensuite consciencieusement l'étoffe en prenant soin de bien enlever toute la boue, ceci à grand renfort d'eau. La finition consiste à relever le niveau du noir. L'artiste doit procéder à un dernier trempage dans la solution végétale du ngalama. Après séchage et dernier lavage, la couleur qui apparaît est alors parfaite.
de fantasmes et de réalité autour d'un proverbe, d'une légende, d'un grand thème ou d'une situation vécue. Véritable objet d'art contemporain, c'est le lien de toutes les contradictions de la société malienne d'aujourd'hui. Bande de coton filée par les ancêtres, dessinée par les jeunes, elle jette un pont entre une tradition et un futur à imaginer. Aujourd'hui, les pagnes en borolan traditionnel tentent à disparaître. Le symbolique héritage ancestral s'oublie. Nombreux sont les artistes qui ne reconnaissent plus la signification des motifs reproduits par habitude sur la bande de coton. Par contre, une très grande liberté de création se développe. Actuellement, l'artisan est libre de composer son borolan au gré de son inspiration. Cependant, les signes s'organisent généralement selon des messages précis à véhiculer et le code renvoie souvent encore à la symbolique utilisée selon les groupes ethniques. Ce symbole est appelé José Kandiani ou José Kankono. Donc ici, José, c'est un guerrier, donc un héros du Mali. Il vient du Bélédougou et précisément de Koumi. Donc les femmes ceinturières du Borolan. Donc on fait ici, à travers ce symbole, un hommage à ces vaillants hommes. Donc José, physiquement, donc, il avait le cou long. Il avait le cou long, il était maigre, il avait le cou long, donc il était très beau. Et c'est ainsi que les femmes pratiquant de cette technique de Borolan, donc on fait hommage à ce brave guerrier. Et ici, nous avons ce qu'on appelle ici Trou Sina. Trou Sina, donc en Bambara, donc si nous voulons traduire en français ici, Trou qui veut dire implantation, Sina qui veut dire coépouse. Donc ici, quand une fille devait aller en mariage, donc sa mère devait faire donc une série de leçons de morale sur des pagnes, donc sur les trousseaux de la femme. Et donc à travers ici ce troussinant, ça veut dire que la femme, la fille qui va dans une autre famille, donc elle n'a pas reçu la même éducation que les gens de cette famille, de son mari. Et il devait l'accepter avec ce qu'elle a reçu comme éducation et elle devait respecter aussi les principes de cette famille. Et de même, la famille qui reçoit la nouvelle mariée doit se dire que cette fille n'a pas éduqué, elle n'a pas reçu la même éducation que leur femme et ils doivent l'accepter telle. Et donc le respect mutuel. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle ici, ce symbole Tourou Sengele. Donc la fille donc, a un seul pied. Donc qu'est-ce que ça veut dire en Bambara? C'est-à-dire une fille qui est de mœurs légères. Donc c'est pour conseiller, ici, c'est un thème ici, un symbole ici qui moralise, qui veut dire aussi d'emprunter aussi un chemin unique, de ne pas aller de gauche à droite. Et dans certains milieux Bambara, ils l'appellent aussi Kalavanti Kasra, d'où donc le chemin du malhonnête. Bien. Et ici, nous avons ce qu'on appelle ici Kefari Kerodjala. Kefari, qui veut dire homme brave, Kerodjala, qui veut dire ceinture, donc la ceinture du brave. Les motifs de Borolan constituent une grammaire de signes, ou mieux encore une écriture. Les motifs délivrent un message expliqué par un proverbe ou une chanson. Ils célèbrent un événement historique, louent les qualités du héros et ses faits de bravoure. Les signes sont autant de métaphores qui protègent, invitent à la méfiance ou à la droiture, ceux qui sont revêtus d'un costume teint à la terre. Certains
thèmes forment une véritable code moral destiné aux hommes et femmes. Loin d'être achevé, l'étude des thèmes que nous présentons n'est qu'une fenêtre sur les données. Le Borolon n'est pas seulement une œuvre d'art, mais aussi l'écriture d'une société, la littérature d'une époque et maintenant un savoir-faire qu'on exporte.